Le syndic, il n'a pas à demander le paiement du notaire. Ce n'est pas le notaire qui paye. Le notaire, il garantit les droits. Il informe le vendeur, il informe l'acquéreur, surtout l'acquéreur. Attention, il y a des créances en souffrance. Attention, vous risquez d'être attaqué sur la base, effectivement, de la loi 1812 qui instaure le principe de la solidarité entre le cessionnaire et le cédant. C'est là, à mon avis, où s'arrête la responsabilité du notaire. Mais le syndic qui vient réclamer le paiement entre les mains du notaire, non, le notaire n'est pas un tribunal. Le notaire débloque les fonds suite à une injonction du tribunal, sinon suite à une procédure de saisie-arrêt. Mais on ne demande pas le paiement, on bloque le paiement, on informe le syndic informe le notaire qu'il y a des créances en souffrance. Pourquoi? Pour permettre au notaire d'assurer son rôle d'information et de conseil. Attention, il y a des créances en souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Là, de retenir une somme, il faut qu'il y ait une base légale. Et ça, c'est malheureusement. Il faut qu'il y ait du courage. Il faut que le notaire adopte une posture selon laquelle, attention, vous n'avez pas à dicter ce que vous voulez faire. Parce que s'il y a contestation, il y a le tribunal qui doit trancher. Donc je ne suis pas habilité à débloquer les fonds sur la simple demande de X ou Y. S'il y a contestation, c'est le tribunal qui se prononcera. Ce qu'il a comme possibilité de garantir sa créance par une inscription d'une hypothèque sur le titre foncier, et ça simplifierait la vie à tout le monde, tout à fait, et à l'acquéreur et au syndic. Donc moi, dans la mesure où ce syndic ne fait rien du tout et qui ne réagit pas pendant des années pour des aménagements exorbitants qu'ils auraient fait sans prendre le consentement de tous les copropriétaires, moi je ne le considérais pas. Et je m'en fiche à la rigueur. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moment opportun pour que le notaire, parce que c'est une manière de publier sa créance, si vous voulez, il la publie. Et la publication se fait au niveau de la conservation foncière. Et moi, notaire, je vais connaître ça sur la base d'un certificat de propriété et pas sur la base de petits chiffons qui nous envoient à droite et à gauche. Voilà, vous avez commencé votre question avec pourquoi. Et donc je vous réponds pourquoi ils font ça. C'est parce qu'effectivement, il y a un manque d'information. Un certain nombre de syndics, c'est malheureux, mais les syndics professionnels, cette culture de syndic professionnel n'est pas encore bien ancrée aujourd'hui dans les cultures, surtout la culture marocaine. Pourquoi? Parce que les montants du syndic professionnel, il faut payer des honoraires pour le syndic, ça coûte plus cher, c'est vrai, mais au moins le syndic professionnel, il a l'information, il a, je dirais, la connaissance de la loi sur la copropriété. Pourquoi effectivement le syndic se rabat sur, je ne sais pas le maillon faible, parce que le notaire n'est pas le maillon faible dans cette opération, c'est la voie de facilité. Il suffit que j'adresse une lettre au notaire avec la loi 3209. Il y a des risques d'interprétation. Donc voilà, donc j'adresse une lettre et puis c'est au notaire de trouver la solution. Non. Donc en fait de compte, le message à passer à nos frères et consoeurs qui sont ici, c'est de ne pas être déstabilisé par un petit écrit de quelqu'un qui se prétend syndicat de... Exactement, parce que c'est un écrit qui est adressé au notaire qui n'est pas le tribunal, qui n'est pas un juge, qui n'est pas un avocat, qui n'est pas un huissier de justice pour venir trancher et dire si oui ou non la créance existe. Si à travers la lettre adressée par le syndic au notaire, le vendeur n'émet aucune réserve, il n'y a pas de problème. S'il y a une contestation de quelque nature que ce soit, le notaire fait marche arrière, allez au tribunal et tranchez entre vous. Et la question de la consignation, on en a parlé, et c'est très important parce que aller au tribunal, il faut, et c'est sous la responsabilité du syndic et c'est très important, c'est à lui d'obtenir une décision de justice de quelque manière que ce soit pour ordonner une saisie-arrêt entre les mains du notaire. Donc si la saisie-arrêt est ordonnée, donc le blocage il est justifié parce qu'il est fait sur la base d'une injonction, c'est clair. Sinon, si l'inscription se fait, le notaire est dans l'obligation de débloquer les fonds, parce que si l'inscription se fait, c'est très important, la nuance est de taille, pour débloquer les fonds. Et dans ce cas, le notaire, il est couvert. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la position prise par le tribunal, c'est de considérer la consignation comme étant illégale si l'inscription est faite. Donc on cherche toujours une couverture de droit et non pas une couverture morale. Je vous remercie. Je vous conseille d'embaucher des vigiles, l'étude incombe.
ce genre d'inscription Oui. dans une propriété. Dès lors que la saisie figure sur le certificat de propriété, ça implique qu'une décision de justice l'a bel et bien ordonnée. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est qu'il appartient au syndic d'entreprendre un certain nombre de démarches et non pas attendre que le bien soit mis en vente pour aller, s'adresser directement au notaire. Du syndic, les formalités prévues par la loi et la loi 7500 concernant les associations, ça veut dire le dépôt auprès du tribunal de première instance, le wilaya et toutes les formalités. On a un cas pratique, c'est qu'il y a des promoteurs qui demandent au notaire d'insérer dans l'acte de vente une clause disant que l'acquéreur est d'accord pour tel syndic. Ça veut dire qu'ils choisissent le syndic dans le corps de l'acte. Et c'est le cas qui se pose pour les résidences d'une certaine taille, il y a des blocs. Est-ce que c'est une disposition qui est légale? Est-ce que le notaire et sa responsabilité est engagée? C'est une question difficile. Excusez-moi, dans le même ordre d'idée, c'est même une grosse structure. Moi, j'ai eu un cas que j'ai passé où une structure connue sur la place a refusé catégoriquement de remettre les clés après inscription de la conservation foncière contre le paiement d'un syndic qui n'existe encore pas. C'est-à-dire, en plus, c'était un syndic d'une copropriété horizontale. Oui. J'étais obligée de les saisir par huissier de justice pour leur dire que leur chèque était à leur disposition à l'étude et qu'ils devraient se présenter minute de la fin des clés pour les remettre aux clients. Parce qu'il y a des choses, il faut parler terre à terre. Je vais vous dire une chose, parce qu'il y a des notaires qui ont pour client, on va parler, on est en famille. Il y a des notaires pour qui il y a des promoteurs qui constituent un chiffre d'affaires très important au sein de l'étude. Et c'est blanc, blanc, noir, noir. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté du promoteur, sinon on perd un client important. Donc soit faire plaisir au promoteur inséré, soit donner suite à une éventuelle remarque formulée par un acquéreur qui concerne le caractère abusif d'une telle clause, voire même de son illégalité. Vous touchez un point sensible parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc je vous dis une chose. Insérer une telle clause, d'abord, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'abord, c'est abusif. Deuxièmement, ça empiète sur les droits de l'acquéreur. Et troisièmement, c'est illégal. Donc, je vous dis un petit peu, je vais donner le résumé de cette réflexion. C'est que, d'abord, nommer préalablement le syndic, on sait très bien qu'il est nommé lors d'une assemblée. Alors, comment nommer un syndic alors qu'on n'est pas encore propriétaire? D'abord, le montant de la cotisation, le mode de vote, comment est-ce que le vote a été fait, et troisièmement, le syndic, le choix du syndic. C'est une disposition illégale, abusive, que l'acquéreur pourrait contester éventuellement plus tard. Est-ce que le notaire est responsable? Le notaire demeurera responsable s'il ne donne pas suite. J'ai été confronté à pas mal de situations où j'ai été amené à accompagner des acquéreurs devant des notaires face effectivement à des mastodontes en matière immobilière pour faire échec à cette clause. Il y a des notaires qui l'ont comprise et ils l'ont supprimée. Il y a des notaires avec qui nous avons trouvé un peu quelques difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a des considérations d'intérêt derrière. Mais attention, la loi sur la protection du consommateur, la loi 3108, a énuméré à titre indicatif un certain nombre de cas où l'on pourrait considérer une clause comme étant abusive. Alors, non seulement les clauses abusives, je dirais par leur objectif, leur destination, la manière dont elles sont formulées, mais là nous avons combiné les deux, parce que non seulement ce sont des clauses abusives, mais en plus illégales. Alors, comment se fait-il que vous ayez fait signer un acquéreur au sein d'un contrat une acceptation, voire même le paiement de cotisations de frais de syndic, avant même, parce qu'au moment de la signature, l'acquéreur n'est pas encore propriétaire. Donc, comment lui conférer ce caractère de copropriétaire préalablement et payer préalablement, faire voter préalablement et faire désigner le syndic préalablement? C'est une clause, pour l'instant, et à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'une jurisprudence qui a tranché dans ce sens. Mais, vu l'état embryonnaire de la loi 3108, les cas traités par les tribunaux n'ont pas encore atteint le seuil de la Cour de cassation pour avoir une décision
clair là-dessus. Sauf que ma lecture personnelle de la chose, c'est que c'est une clause abusive qu'il conviendra éventuellement de faire annuler à travers donc, la partie la plus diligente. Si l'acquéreur est d'accord, l'amr ntaha. Non, attention. Attention, vous voulez valider cette clause? Voilà, c'est accordé. Là, si elle est signée, il y a deux cas de figure. S'il vous plaît. Elle est signée par l'acquéreur, on est parfaitement d'accord. Mais pour cet acquéreur, j'essaie d'anticiper, il peut se retourner. Pourquoi? Parce qu'il va soulever d'abord la contrainte. S'il vous plaît. Parce que le fait qu'il l'ait signé, effectivement, on va dire, bon écoutez, c'est la convention entre les parties, ça a été signé, ça a été accepté. Aujourd'hui, je vous dis une chose, les tribunaux ne suivent plus ce principe de façon systématique. On accorde, je dirais, un bénéfice de droit à la contestation au profit d'un certain nombre de co-contractants, pas nécessairement en matière immobilière, dans plusieurs domaines, notamment dans le système bancaire. Donc, on a signé un contrat de crédit, mais on y insère des clauses que la jurisprudence, que le tribunal a considérées comme étant des clauses abusives. Donc ce n'est pas parce qu'il a signé qu'il l'a automatiquement accepté, il peut en demander le recouvrement. Pourquoi? En soulevant la contrainte, en soulevant le caractère abusif de la clause, etc. Donc ce n'est pas la signature qui fait échec à cette procédure. Nous avons une question. Avant de donner la parole à Maître Benkiran, oui, vous voulez? Juste pour rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui on est dans le cœur même du métier du notaire, c'est l'équilibre du contrat. On est en train de mettre les fondamentaux de l'équilibre du contrat en amont. On n'a pas besoin de la volonté uniquement, donc c'est le principe de l'autonomie de la volonté qui prend un peu moins d'importance. C'est l'équilibre du contrat qui intervient. C'est le magistrat de l'amiable. Une question? Oui, dans le même ordre d'idée. Dans le même ordre d'idée, ça va nous permettre d'enchaîner sur un deuxième axe et une clause insérée dans certains contrats. Une clause elle est demandée par le promoteur. On demande au futur acquéreur de signer dans le corps de l'acte, la première acquisition, une autorisation de surélever l'immeuble. Surélever l'immeuble. Alors, construire un étage supérieur. Quelle est la valeur juridique de cette clause? Je donnerai la parole par la suite à Maître Benkiran qui l'a demandé, puis à Maître Alaoui. Je pensais que j'allais avoir des questions plus faciles, mais bon. Non, dès lors qu'on insère une clause telle que le droit de surélévation, ça ne revêt pas, à mon avis, et selon ma lecture des choses, parce que la difficulté, la difficulté de la question réside dans le fait que ce ne sont pas des questions qui sont régies par la loi. Donc il faut faire preuve d'improvisation. Ma lecture d'une telle clause éventuellement, c'est que effectivement, si bien entendu le droit de surélévation répond aux exigences de la loi sur l'urbanisme, c'est une condition qui aura été acceptée préalablement et je doute fort qu'elle puisse constituer un caractère abusif. Il appartiendra à la jurisprudence, une fois de plus, de se prononcer là-dessus, parce que vous savez, il ne suffit pas de considérer une clause abusive, il faut en interpréter le fondement. Pourquoi elle est abusive? Où est le préjudice? Quels sont les risques encourus éventuellement en cas de son acceptation? Le droit de surélévation, tant qu'il ne porte pas préjudice, et bien sûr ce sera fait avec un certain nombre de conditions éventuellement, tant que ça ne porte pas préjudice pour les intérêts de l'une des parties, tant qu'elle n'est pas préjudiciable en termes techniques, c'est-à-dire s'il n'y a pas de risque sur la structure de l'immeuble, à mon avis, elle demeure une clause difficilement défendable si on devrait s'inscrire dans l'esprit du caractère abusif. Mais de toute façon, le promoteur aura intérêt à faire signer la clause par tous les copropriétaires.
C'est un des copropriétaires, voilà, unanimité. Bien sûr, parce que par la force des choses, et c'est là où l'importance réside, parce que non seulement tous les copropriétaires, mais aussi le syndic, bien entendu, ça dépend du timing. Pourquoi? Parce que le droit de surélévation implique la nécessité de rajouter des fractions indivises, sachant que la façade de l'immeuble est une fraction indivise. Donc il y aura des murs porteurs, il y a la dalle, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut considérer. Donc effectivement, cela requiert, d'ailleurs c'est ce que prévoit la loi 1800, cela requiert l'unanimité. Je dis bien l'unanimité, c'est très important parce qu'il y a des fractions indivises qui sont en jeu. Alors, Maître Benkiran, il est parti. Maître Alaoui. C'est ça, en fait, le plus grave. C'est-à-dire d'accepter un syndic alors qu'il n'est même pas encore propriétaire. Donc là, c'est vraiment illégal. C'est-à-dire non seulement c'est abusif parce qu'il peut dire que j'ai signé le contrat parce que j'étais en situation de faiblesse et que je n'avais pas le choix, mais en plus, elle est illégale dans la mesure où on lui donne une qualité qu'il n'a pas encore. Donc le fait de l'insérer dans le contrat, c'est grave pour le notaire parce que, en fait, le droit de conseil à ce niveau-là, ça veut dire qu'il n'a pas conseillé le client et qu'il a accepté quelque chose, de mettre quelque chose sur le contrat qui est en fait illégal. C'est ça la gravité. Parce que l'un explique l'autre. Effectivement, le notaire, il prend un risque dans cette situation, c'est le devoir de conseil. Attention, parce que c'est un juriste et il est dans l'obligation d'informer l'acquéreur sur son statut et cette prise de position. Pourquoi? Parce que l'abus de faiblesse tel que vous l'avez décrit, c'est très important. Prévu, d'ailleurs, non seulement l'abus de faiblesse dans son concept général, mais surtout aujourd'hui, il est encadré par la loi 3108 à l'article 59. Il prévoit effectivement, il rend nul tous les engagements pris s'ils sont signés, s'ils sont acceptés sous la contrainte ou éventuellement par manque d'information, voire même de position de faiblesse. Maintenant, est-ce que le notaire engagera sa responsabilité? Oui, raison pour laquelle j'ai fait une petite introduction tout à l'heure, parce que il y a un certain nombre de dispositions à prendre en privilégiant, c'est là où résiderait éventuellement, je dirais, une position que prendrait la Cour de cassation si une telle contestation viendrait à atterrir au sein de cette juridiction, c'est de considérer le notaire ayant privilégié les intérêts de l'une des parties au détriment de l'autre, au moins en informer l'acquéreur qui n'émet aucune réserve par rapport à la situation, et ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, c'est un risque que prennent quelques notaires auquel il va falloir faire très attention. Il y a une solution, éventuellement, pour les notaires. Si on veut faire insérer cette clause, qu'elle se fasse à titre personnel entre le promoteur et l'acquéreur de façon directe. Par acte séparé, acte au sein privé, ça les regarde. Parce que ça ne concerne pas le bien lui-même, ça concerne une gestion future. Il n'est pas encore propriétaire avec effet ultérieur. Au moins, il y a une protection pour le notaire. Nous avons une question, Maître Président, Maître Ben Ali, Maître Triba, non? Maître Triba, non? Et puis Maître Majid, après. Effectivement, il y a des actions en justice qui peuvent notamment introduire le notaire dans le circuit, d'où l'importance d'avoir la responsabilité civile professionnelle des notaires. L'assurance, je veux dire. L'assurance, responsabilité civile. J'entends beaucoup de notaires qui disent à quoi sert l'assurance, responsabilité civile des notaires. Elle sert à ça, n'est-ce pas, l'Oustad? Elle sert à ça parce que on est devant une faute non intentionnelle qui fait que le contrat est annulable et la clause est annulable. Donc il y a peut-être un dommage, d'où l'intérêt d'avoir une assurance responsabilité civile. C'est très bon. Je veux juste confirmer, en fait, l'opération de surélévation, c'est une opération qui entraîne automatiquement, en fait, qu'elle est préjudiciable. S'il vous plaît. Je voulais dire que l'opération de surélévation, c'est une opération qui est préjudiciable pour l'acquéreur, juste par
parce que chaque surélévation en fait provoque ou entraîne automatiquement la baisse des quotes-parts dans les parts indivises. Et du coup, une simple autorisation au sein de l'acte, je ne pense pas que sera utile et que par la suite, une des conséquences de responsabilité de notaire sera engagée par la suite. Elle sera ou ne le sera pas? Si. Je ne sais pas. Est-ce qu'on parlait de l'utilité de la clause ou bien de la légalité de la clause? L'utilité, effectivement, il appartiendra... Non, je parle de la légalité de la clause. Il demeure légal parce que est-ce qu'elle est illégale en vertu d'un texte de loi parce que c'est conventionnel? Où réside l'illégalité? Parce que la personne qui s'estime lésée par une telle clause, elle devrait en défendre bien entendu la position auprès de la juridiction compétente. Bon, oui. Où résiderait effectivement la légalité? C'est un peu ça un petit peu le fondement de la chose. Mais généralement c'est une clause qui est conclue entre un promoteur et un particulier. Donc on ne peut pas l'envisager. On ne peut pas envisager une clause comme ça entre particuliers. Donc c'est une clause qui est conclue entre un promoteur et un particulier, qui est soumise à la loi de la protection du consommateur. Oui. Donc c'est une clause qui est abusive selon moi à 100%. Le tribunal... Moi j'aimerais bien, parce que le caractère d'abus, il faut le prouver. Et c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Vous savez, il n'y a pas de position prise de façon claire par les tribunaux là-dessus. Vous savez, il y a une clause abusive classique qu'on n'a pas besoin de citer, mais il y a des clauses qui sont à la limite. Est-ce qu'elles sont abusives ou pas? Attention, quelles sont les conséquences? Où réside l'abus? Où est le risque que comporte cette clause par rapport aux intérêts des parties concernées? Maître Majidi. Le promoteur prévoit ou exige un montant de provision pour pouvoir gérer l'immeuble ou les résidences en attendant la constitution d'un syndic. Alors le mot provision est très important et c'est ce que nous avons très souvent préconisé parce qu'il y a des promoteurs qui pensent que nous avons pris position contre eux. Pas du tout. On demande uniquement que les choses se fassent dans la légalité. Mais payer à titre de cotisation tel montant de façon précise et à la virgule près, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que d'abord il y a un droit de vote qui est accordé en vertu de la loi, il y a les modalités du vote, et puis il y a le montant qui peut être contesté. Par contre, quand on parle de provision, et ça dépend, et c'est très très important, ça dépend de la formulation utilisée au sein de l'acte. Parce que dire provision tout court, c'est pas suffisant. Provision, à titre de provision, il verse la somme de X parce qu'il faut voir aussi l'intérêt. On comprend quelque part la position d'un certain nombre de promoteurs. Si vous ne payez pas le syndic, les fractions indivisent le temps de vendre l'ensemble des biens seront à l'abandon. On est tout à fait d'accord sur le principe. Mais ce n'est pas parce qu'on est d'accord sur le principe qu'on est en droit de bafouer les dispositions légales. Raison pour laquelle la formulation est d'une importance capitale. Provision sur les cotisations du syndic qu'il conviendra de voter lors d'une assemblée, etc. Ça peut dégager un solde que le copropriétaire imputera à l'exercice suivant. Ça peut dégager un négatif et le copropriétaire paiera le reliquat en cas de besoin. Non, je paie préalablement, parce que Pardon? À titre de caution, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la formulation. Provision sur pour les frais de syndic à créer après une assemblée. Il n'y a pas de problème. Ces montants seront... Voilà, le montant... Pardon? Parce que tant que le promoteur n'a pas encore tout vendu, il est encore copropriétaire, voire même majoritaire. Oui. Voilà, donc il peut être syndic tant qu'il a la majorité. Non, il n'est pas syndic. Attention, le temps, j'ai insisté sur la formulation, c'est très important. Pas en tant que syndic, en vertu de la disposition X, le montant de
il sera fixé entre les parties, sera versé, consigné entre les mains du notaire, le temps bien entendu que les formalités administratives s'achèvent, le montant à titre de cotisation du syndic à créer lors de l'assemblée. Pardon? Voilà. C'est pas un... Cette clause sera justifiée dans ce cas-là, de la mettre dans le corps de l'acte. S'ils ne vendent pas tout, C'est-à-dire qu'il reste 2 ou 3 appartements. il n'y a pas de problème. L'assemblée, elle peut se tenir pas nécessairement après la vente de l'ensemble des appartements de façon générale. Mhm. Je reviens. Non, elle ne sera pas abusive. J'insiste sur la formulation du syndic à créer et non pas à titre de cotisation pour la gestion des fractions indivises. Non, si c'est formulé de telle manière, c'est effectivement frappé de nullité et d'illégalité. Par contre, si c'est une somme qui est versée à titre de provision entre les mains, voire même du promoteur, il n'y a pas de problème parce que c'est au promoteur, c'est lui le vendeur, c'est lui le propriétaire initial, donc c'est à lui de transmettre les fonds au premier syndic, parce qu'il y a une situation qu'il faut gérer dans un premier temps. Il y a des fractions indivises, il y a un syndic qu'il faut créer. Donc il faut bien que cet argent existe quelque part. Les fractions indivises existeront avant la tenue de l'Assemblée. Donc il y a cette coïncidence, il y a ce parallélisme qu'il faut observer. Il faut préparer la provision avant la constitution du syndic. Dernière question sur cet axe, Maître Benelli. Oui, excusez-moi, de manière absolument légale, et à partir du moment où il organise ça, et il doit payer aussi ses frais de syndic, on ne doit pas rester sur le principe du... C'est un promoteur, il ne paye pas les frais de syndic, on attend que tout soit vendu, et quand tout sera vendu, à ce moment-là, le syndic va se constituer, etc., etc. Moi, je peux très bien imaginer le promoteur qui monte le syndic ou qui donne le contrat à un syndic, il peut très bien faire une assemblée. Il est propriétaire de l'ensemble. Copropriétaire. Copropriétaire de l'ensemble. Il peut organiser ça de manière légale et il faut que les notaires qui travaillent avec des promoteurs de manière régulière n'oublient pas que ce promoteur est lui-même copropriétaire. Tout à fait. Donc, quand ils ont des projets, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui viennent vendre, il faut demander le quitus du syndic, comme on a parlé tout à l'heure, et la participation aux frais. Parce que maintenant, il y a des litiges qui commencent à voir le jour à ce sujet-là, justement. Surtout avec les gros promoteurs, parce qu'ils ont une part importante, restent propriétaires d'une part importante, et donc ils doivent participer aux charges d'entretien de cette copropriété, etc. Donc, parler effectivement du fait que la clause soit légale, abusive, etc., les notaires qui travaillent dans ce cadre-là ont intérêt à s'entourer de toutes les garanties possibles. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller vers les tribunaux. Mais si on travaille de manière préventive à nous-mêmes juger nos contrats avant qu'ils ne soient jugés par un tiers, je crois qu'on aura beaucoup à gagner. Et je partage l'avis, je conforte l'avis de Maître Znebel. L'assurance responsabilité professionnelle est très importante. Attention, il ne faut pas l'utiliser dans le sens où, de toute façon, j'ai une assurance, je fais n'importe quoi, mais en cas d'incident, il faut que je fasse jouer mon assurance et me faire accompagner par la compagnie d'assurance pour la défense, etc. Mais